qu'est-ce que c'est que la violence? Alors, ça vient du latin sur un plan étymologique vis, qui est une force en action. Ça veut dire que la violence est donc ou serait ontologique à l'existence, c'est-à-dire que toute personne est habitée de cette pulsion de violence. Donc, ça, c'est quand même un postulat de base et au sens où elle est inhérente à la condition humaine. Ça va être aussi le concept d'une force exercée contre quelqu'un, qui est aussi une autre variante de la définition de la violence. Elle prend néanmoins une forme qui va être singulière chez le vivant, qui le conduit à une lutte pour sa défense et sera destructivité ou soumission, suivant les contextes relationnels qui vont être co-construits avec les personnes. Donc la violence est un processus complexe et il faut appréhender ces mécanismes en pensant complexité. Il faut aussi avoir une lecture systémique des enjeux et encore plus aujourd'hui dans notre société, j'y reviendrai. Les catégories de violence. Alors, elles peuvent être physiques, ça peut être des coups, des attouchements, le viol, la maltraitance, le meurtre. Psychiques, via les insultes, les intimidations, le harcèlement, on en parlera, les humiliations. Elle peut être symbolique ou matérielle, les dégradations du bien d'autrui, les tags. Et puis aujourd'hui, je rajouterai aussi celle qui est virtuelle parce qu'elle fait aussi un impact traumatique vraiment important et qui est massif, notamment la rumeur. Ce sont des concepts comme la rumeur qui ont toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, de par l'exposition sur les réseaux sociaux, il y a une destructivité qui est massive et que nous n'avions jamais connue de par l'immédiateté et la massivité des gens qui sont en contact avec l'image et d'où la notion de psychotrauma qui apparaît. Le cyberharcèlement, les concepts de bashing, salir quelqu'un. Et quand je dis salir aujourd'hui, c'est aussi voir que certains jeunes, et je vais en parler, dans la violence et la destructivité, c'est salir gratuitement quelqu'un. Et c'est là où ça inquiète, hein, parce que c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un jeune peut être rentré dans une destructivité gratuite. Je vous donnerai des exemples. La violence peut être envers soi-même aussi, c'est-à-dire une mise en danger intentionnelle de son intégrité, qu'elle soit physique ou psychique, c'est-à-dire la tentative de suicide, par exemple, l'alcool, la prise de psychotropes, la marginalisation. Et puis, il va y avoir aussi une violence qui est beaucoup plus insidieuse, qui concerne aussi bien les jeunes que les ados. Elle peut être institutionnelle. Je m'occupe pas mal de jeunes qui vivent, alors ce qu'on appelle aussi, alors avec des nouveaux diagnostics, des jeunes ultra-violents, incasables, qui sont dans des institutions. Et il faut savoir qu'à un moment, ce sont des jeunes qui peuvent être dans des axes de peur de l'abandon et qui peuvent éprouver, en tout cas les personnels, les cadres éducatifs ou les éducateurs, voire l'ensemble des intervenants, sur des enjeux où si la structure ou l'institution ne prend pas connaissance, en tout cas, de cette vision-là, ils peuvent être acteurs de la répétition traumatique et violente de ces jeunes. Et certaines institutions peuvent être aussi très violentes, de par la répétition et les enjeux, de par leur défaillance, de par des connaissances, des compétences inappropriées. Et ça peut être institutionnel. Là, je le mets directement en lien avec ce que nous connaissons aujourd'hui face à la Covid, c'est-à-dire les messages anxiogènes, paradoxaux, que peuvent avoir certains gouvernements, à commencer par la France, qui sont violents et je dirais même traumatiques, sur des non-contrôles d'un événement, hein, qui est un virus qui, je le rappelle juste, c'est intéressant de voir qu'il a mis à genoux l'humanité et qui nous rappelle un mot qui s'appelle humilité. Et face au discours qui est complètement paradoxal, on appelle ça dans notre jargon le double bind, c'est-à-dire qu'à la fois on a un discours de réassurance et à la fois on a un discours très anxiogène, on infuse petit à petit par ce discours très anxiogène. Alors pour être concret, c'est-à-dire que nous, à un moment en mars dernier, donc il n'y avait pas de tests, mais on comptait le nombre de morts. Aujourd'hui, on fait des tests à des millions de personnes par jour et donc nous comptons le nombre, par exemple, de contaminés. Et c'est intéressant de voir sur une variabilité de chiffres que nous ne pouvons pas vérifier en plus, mais c'est intéressant de voir qu'on véhicule de l'angoisse de manière massive via les médias qui la répercutent, avec entre guillemets un vomi d'informations qui peuvent dire tout et leur contraire, à commencer par les données scientifiques, ce qui fait qu'on infuse petit à petit de l'angoisse, de l'insécurité
et de la dépressivité chez les personnes. Et ça, je le mesure non seulement au quotidien, je suis un clinicien en tout cas qui le voit depuis mars dernier et qui a des répercussions quand même qui sont gravissimes aujourd'hui. Je vais reprendre ça aussi, c'est important de le comprendre parce que comprendre la violence chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est comprendre aussi qu'il doit évoluer dans un système et de le voir en termes d'interaction et de voir qu'à un moment, il faut voir tout cet environnement, comment il se répercute sur la question du sujet. Alors les causes de la violence, ça peut être l'individu avec lui-même, c'est l'auto-agressivité, la violence entre pairs, la violence entre les personnes, le personnel et les jeunes qui peuvent être accueillis, j'en ai parlé en institution, les individus hors de l'institution et ceux de l'institution, par exemple. Ça va être le cas dans les familles aussi, lorsque dans les familles il y a de l'hostilité, de la violence intrafamiliale. Dans les questions de la conjugalité, nous allons parler de l'enfant porteur du symptôme. J'insiste là-dessus parce que à un moment, nous pouvons avoir où vous pouvez avoir des enfants, des jeunes qui vivent de la violence, et peuvent avoir même une violence retournée contre eux, auto-agressive, jusqu'à la tentative de suicide, sachant que cette violence va traduire un dysfonctionnement qui est ailleurs, c'est-à-dire par exemple la difficulté ou le dysfonctionnement de la conjugalité ou des pères à côté. J'y reviens pas dessus, il y a la violence institutionnelle. Les valeurs sociétales, j'en ai largement parlé aussi. Il y a un risque de notre société aussi, qui est la banalisation de la violence, dans une culture de la violence. Ça, c'est important de le comprendre. Je vous parlais ça en philosophie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on appelle ça la relativisation. Relativiser en philosophie, en tout cas, c'est très insidieux, et c'est ce qui fait qu'on est dans une société aussi qui banalise beaucoup la violence, et je vais vous dire comment, au travers des jeunes, notamment par le jargon utilisé, la violence des mots aussi. Et les causes de violence aussi, on le sait, hein, sont très liées à la précarité, à des revenus aussi des familles en grande pauvreté, avec de faibles soutenances, étayages dans le lien social. Et enfin, il y a la question de la personnalité du jeune, parce que quand même, il y a aussi l'individu dans sa construction, et notamment via les troubles du comportement. Donc vous aurez compris que la question de la violence, elle n'est pas simple, elle est complexe, elle est porteuse d'un message aussi, c'est-à-dire que c'est quand même à la base l'expression d'une souffrance, une façon de se faire reconnaître, d'exister aussi, d'être au monde, d'être au réel, un moyen inadapté parfois de gérer le conflit, la difficulté, une réaction de désespoir, de tristesse, voire de mélancolie. Et parfois, dans d'autres contextes, ça peut être un désir, nous verrons chez certains jeunes, de jouissance et de toute puissance. Chez l'homme, la violence, elle acquiert une dimension qui est quand même très spécifique parce qu'elle peut être et porter un mot qui s'appelle le tragique. En effet, elle a un vecteur qui est celui de la conscience que l'homme a du mal qu'il peut faire à l'autre. C'est ce qu'on appelle la barbarie. Et vous dire ça, c'est que autant l'animal peut jouer, certes, peut jouir, avoir une jouissance, mais dans la question de la violence, il va beaucoup chercher à se nourrir. L'humain peut avoir une intentionnalité au tragique et à la barbarie. Elle peut avoir une extension sans limite, la violence, notamment dans la toute-puissance, et c'est ce qu'a pu nous montrer aussi l'histoire de l'humanité au travers des guerres et des génocides. Néanmoins, il n'est pas aisé de définir ce qu'est la violence. En effet, quand est-ce qu'elle débute, où débute-t-elle? Et par ailleurs, je vous parlais d'agir, mais est-ce que l'inertie face à certaines situations, les silences, le secret, l'indifférence ne sont pas aussi des formes de violence insupportables? Je vous rappelle juste que des études dans des orphelinats roumains ont montré que dans la défaillance d'attachement que l'on donnait à des bébés à qui on donnait un biberon qu'on étayait par la nourriture, mais pas par de l'attachement affectif sécure et par l'amour, se laisser aller dans des balancements, des stéréotypies type autistiques, voire même des dépressions. Vous dire ça, c'est qu'on peut mourir de ne pas être aimé et on peut mourir de l'indifférence humaine, ce qui est une grande violence. Et ça, on le voit énormément chez les enfants et les ados aujourd'hui, dans cette dimension du paraître, qui vont chercher aussi sur les réseaux sociaux, notamment la quête du followers, d'être liké, par rapport à cette quête aussi où il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre la virtualité et le réel, qui n'est rien d'autre que celle d'être aimé. En ce sens, donc, la question de la violence peut être physique,
psychique, virtuel, on a dit, voire social. Et c'est là qu'intervient la place du jeune. Cette force qui l'emporte en lui, en tout cas, quand il va passer à l'acte, en tout cas de la violence, c'est une disjonction dans le psychique du sujet, pardon. Il y a donc une grande dialectique entre la violence et la vulnérabilité du sujet qui va induire un sentiment d'insécurité interne et une dépendance accrue à la réalité pour se sécuriser à l'absence de ressources internes que le sujet n'a pas, le jeune n'a pas, accessibles, et en retour pour trouver un besoin de réassurance. Cela va prendre donc la forme de conduite de codépendance sur autrui ou soi-même, pour lesquels la dimension de violence va être prépondérante.